sommes mercredi, mesdames et messieurs, et la formule est déjà consacrée. Mercredi, c'est Web Presse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons débattre de deux grands thèmes qui font l'actualité cette semaine. Nous allons parler évidemment de la situation du dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch par rapport à la police congolaise. Et nous allons parler encore une fois d'une énième motion de défiance à l'Assemblée nationale contre Patrice Kitebi. Alors aujourd'hui, je suis avec des intelligences de mon pays. Je suis avec Paul Diakessé, journaliste indépendant. Bonjour Paul. Bonjour Paulette Kimonto. Ça va? Ça va très bien. Dauphine éternelle. La beauté alliée à l'intelligence, c'est un bon mélange que j'aime toujours. Alors, John Gombois, Antena, ça va? Oui, très bien. Bonjour Paulette. Bonjour. En tout cas, Antena, c'est dans les SAT aujourd'hui. En tout cas, on vous suit de par le monde et ça fait plaisir. Oui, énormément. Je salue les téléspectateurs de Congo Web, une télé qui m'est restée dans les cœurs. Je suis passé et j'ai toujours un bon souvenir à Congo Web. Ok, merci beaucoup, John Gombois. Entre nous, on doit se jeter les fleurs, hein, comme on dit. Et je termine par Gabi Kouba, journaliste indépendant. Bonjour Gabi. Bonjour Paulette. Une intelligence de mon pays que j'estime beaucoup. Alors nous allons parler de ce énième rapport de Human Rights Watch, en tout cas Forum des As titré aujourd'hui. La sentence de la rue est sans appel, faux procès contre Général Kanyama. Beaucoup de journaux d'ailleurs ont parlé sur ça. Le phare nous dit carrément rapport accablant de Human Rights Watch sur l'opération Likofi. Paul Diakessé, donc il y a deux sons de cloche par rapport à ce rapport. Il y a qui disent que c'est un faux procès contre Kanyama, mais le phare nous dit carrément que c'est un rapport accablant sur cette opération. Alors, vous penchez sur quelle tendance? C'est un faux rapport, un faux procès contre Kanyama, ou c'est accablant pour lui? D'abord, laissez-moi dire que nous trois, tels que nous sommes là, nous avons travaillé à Géopolis. Donc on se retrouve comme par hasard. Alors merci beaucoup une fois de plus pour l'aide qui monte. La confrérie, c'est une question relativement délicate parce que c'est un dossier sensible. Je ne peux pas me permettre d'aborder dans le sens du phare au forum parce qu'il y a un risque de commenter les commentaires. Parce que je n'ai pas encore lu ces rapports. J'ai tout fait pour... J'ai cherché ça pendant la nuit, je n'ai pas trouvé sur le net. Alors comme je n'ai pas encore lu ces rapports, il est difficile pour moi de mettre un point de vue par rapport à mes confrères. Cependant, il faudra seulement remarquer que la dose de la réaction de nos décideurs est liée au rapport favorable ou pas favorable. Parce que lorsque le dernier rapport de Douane Business est sorti, c'était des applaudissements, on a salué le champagne. Alors chaque fois quand il y a un rapport fait-il d'Amnesty ou même ou ITE, quand c'est défavorable à notre gouvernement, à notre pouvoir, c'est toujours une réaction épidermique. Peut-être qu'il ne faudra pas continuer ainsi. Lorsqu'un rapport est là, il faut le digérer, il faut le contre-attaquer objectivement, c'est-à-dire il faudra maintenant un contre-rapport. C'est ce qui aurait été fait lorsque M. Scott Campbell a publié son rapport. Il aurait fallu que notre gouvernement fît autant. S'il y avait un contre-rapport, ça allait peut-être d'exorciser les rapports de Human Rights Watch et ça allait être moins fatal. Pour les RDC. Mais j'ai mis beaucoup de raisons parce que je n'ai pas encore lu ces rapports du faute en comble. Il faut reconnaître que c'est un dossier très sensible. Lorsqu'on parle de Kanyama, qui est en fait le policier le plus en vie aujourd'hui, beaucoup de gens s'étonnent même pourquoi on l'appelle général dans une police, seulement au Congo, pas des policiers sont des généraux. Beaucoup de gens reprochent à Kanyama de se comporter comme un militaire, alors c'est des policiers, donc il faut avoir des comportements différents entre militaires et que le risque est seulement lorsqu'on Human Rights Watch demande son inculpation, tout ça. Alors il y a le seul suspension et qu'il soit déféré au niveau de la justice. Le seul risque est seulement que Human Rights Watch puisse muer ces rapports à un procès qu'on peut intenter contre lui au niveau de la Coupe internationale. John, comment nous avons suivi la réaction de la population? Ça a fusé aussi, la population s'est dit, bon non, c'est vrai que ces ONG font les rapports, mais c'est la population quinoise qui vit en réalité ce phénomène Kuluna. Mais quand les Kuluna attaquent, quand les Kuluna pillent, où sont ces ONG? Et pourquoi faire un tel rapport? Et pourtant, ça avait soulagé un peu la misère de la population par rapport, en tout cas, à ce phénomène Kuluna.
Oui, je crois que c'est un avis pertinent, effectivement. C'est l'autre face de la même réalité. Hein, parce que, en même temps, cette opération a eu un impact positif au niveau de la sécurité dans la ville. Mais en même temps, si tant est qu'il y a eu des dérapages, les dérapages ne doivent pas non plus être tolérés. Alors, moi, je crois que les rapports de Human Rights Watch participent d'un plan au niveau international qui peut, si le Congo ne fait pas attention, mettre dos au mur les pouvoirs en place en RDC. Dans ce sens que il y a eu un bras de fer entre le gouvernement congolais et les systèmes des Nations Unies dans l'affaire Scott Campbell. Et c'est allé jusqu'au niveau du secrétaire général des Nations Unies qui a dit au gouvernement congolais, écoutez, c'est moi qui avais demandé à Scott Campbell de faire ce travail. Et le gouvernement a persisté dans sa position. Et donc, c'est le gouvernement qui a gagné. Mais dites-vous que ça ne se termine pas comme ça. Ça ne se termine pas comme ça. On ne prend pas sur soi de défier le secrétaire général des Nations Unies. Et puis, bon, voilà, ça s'arrête. Donc, aujourd'hui, ce rapport est une deuxième phase d'un processus au niveau international qui pourrait amener à mettre 12 au mur le gouvernement congolais. Je crois que dans cette phase ici, le gouvernement devrait anticiper. Aujourd'hui, il y a eu ces rapports. Le gouvernement dit qu'il y avait déjà une enquête qui avait été menée. Il y a eu des sanctions. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de pertinent. On l'a interviewé hier sur Antenne A. C'est Tchombela de la société civile. Oui. Il a dit que le gouvernement ne perdait rien à diligenter une contre-enquête. Oui. Parce que si le gouvernement ne se rapproche de rien, eh bien, si tout ce qui a été dit n'est pas conforme à la réalité, faites faire une contre-enquête, vérifiez. Je crois que ça permettra au gouvernement de pouvoir se laver. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, Human Rights Watch n'a pas Kanyama en ligne de mire, parce que Kanyama, à la limite, c'est quelqu'un qui prend des ordres. C'est un exécutant. Mais alors, on va vous dire, bon, on cherche... C'est pas lui qui donne des ordres, lui est exécutant? Non, non, il est exécutant. C'est la police, ça. C'est la police. On va chercher l'auteur intellectuel. Qui a été... C'est comme... Qui a conçu cette opération? Exactement. La police, à la différence de l'armée, la police est dans l'administration publique. C'est le ministère de l'Intérieur. Exactement. Hein? Exactement. Donc, la police est dans l'administration publique. Donc, alors, maintenant... Derrière Kanyama, on cherche quelqu'un. Qui est l'auteur? Qui a donné des instructions à Kanyama? Si tant est que cela a donné droit à des dérives. Donc, moi je dis qu'à cette phase ici, au lieu de continuer avec un bras de fer qui n'est pas utile par rapport au gouvernement sur le plan international, parce que ces ONG-là, c'est eux qui alimentent la fameuse communauté internationale. Parce que cette communauté internationale, elle est politique, elle est financière, mais elle est aussi dans l'humanitaire. Oui, judiciaire, voilà. Alors, c'est ceux-là qui alimentent cette fameuse communauté internationale. Alors, il ne faudrait pas qu'ils prêtent les flancs à ce qu'on puisse penser qu'effectivement, ils ont des choses à se reprocher. Gabi Kouba, quel est le rapport de force aujourd'hui entre la République démocratique du Congo, le gouvernement de la RDC, avec Human Rights Watch? C'est vrai que c'est un énième rapport, en tout cas accablant, selon eux, par rapport à cette opération Likofi. Alors aujourd'hui, vous êtes analyste Gabi Kouba. Que peut faire aujourd'hui le gouvernement pour essayer un peu d'atténuer cette histoire? Parce que comme l'a dit John Gomba, c'est eux en fait qui alimentent la communauté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui l'on peut porter plainte, comme les gens d'ailleurs projettent, contre le général Kanyama, soit à la CPI ou ailleurs, ou à la Cour internationale des droits de l'homme? D'abord, jusqu'ici, il faut le dire que Kanyama est présumé innocent. Kanyama, c'est les policiers. Et vous avez la police qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, vous avez d'autres services. Ce n'est pas Kanyama l'initiateur de l'opération. Kanyama n'a fait qu'exécuter un plan qui lui a été soumis par la hiérarchie. Mais Kanyama
voir Kanyama traduit devant la justice internationale. Jusqu'ici, sa culpabilité n'est pas encore établie. Je crois que les gouvernements... Mais selon ce rapport, sans te couper la parole, on a demandé qu'on suspende Kanyama pour raison d'enquête. Pour raison d'enquête, pour qu'il ne fasse pas peut-être d'obstruction aux enquêteurs. Mais on va voir, c'est que le gouvernement... On va voir comment le gouvernement va réagir. Si le gouvernement... C'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. D'un côté, on voit, John l'a dit, cette affaire des Scott Campbell, on essaie un peu de régler les comptes. La communauté internationale, c'est quoi? C'est un peu une nébuleuse. Mais c'est vrai que l'incapacité des institutions aussi, au niveau de l'intérieur du pays, ont donné un pouvoir presque absolu à la communauté internationale d'avoir un droit de regard sur tout ce qui doit se passer sur l'intérieur du pays. Donc, vous ne pouvez pas proclamer votre indépendance lorsque quelqu'un a un droit de regard sur vous. Les côtés financiers, les côtés économiques, et l'humanitaire, même dans la formation de la police et de l'armée, vous avez la communauté internationale. Et derrière même les ONG, regardez, ce sont les anciens ambassadeurs, les anciens ministres des Affaires étrangères, des gens qui ont pignon sur rue et qui connaissent bien les fonctionnements de la politique internationale, qui sont souvent derrière ces ONG-là. Et les gouvernements aurait été prudent en associant peut-être, mais je me rappelle bien à l'époque, lorsque l'opération a été déclenchée, le ministre Mouillet, j'avais réuni les ambassadeurs qui ont commencé même à protester après le déclenchement de cette opération Likofi. Mais rien qu'à Kinshasa, j'ai travaillé sur le groupe de jeunes gens qui opéraient ici à Kinshasa. Vous avez 52 groupes qu'on appelle communément des Kuluna qui opèrent dans les quartiers et qui ont pris même certains quartiers en otage. Donc c'était inacceptable pour un gouvernement de la République de laisser ces jeunes gens opérer. On peut dire... Même dans les arguments de ces ONG, les gens disaient non, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait quelque chose pour les jeunes gens, c'est ainsi qu'ils se sont rébellés. Mais non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger que les gens sont appelés à prendre des quartiers en otage. Il existe des cadres appropriés pour revendiquer leurs droits. Combien de fois avons-nous vu de jeunes gens... Ah oui, mais combien de fois avons-nous vu des marches, par exemple, des jeunes gens au ministère du Travail pour aller réclamer l'emploi ou bien pour aller réclamer au ministère, par exemple, de l'Agriculture pour aller réclamer de quoi manger? On ne les a pas vus. Mais des jeunes gens se sont attaqués aux paisibles citoyens. Donc le gouvernement ne pouvait pas accepter que des quartiers soient pris en otage. Mais maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les dérapages, on ne dit pas l'opération n'a pas été tout à fait saine. J'ai lu une partie de ces rapports. On parle de 51 personnes tuées parmi les innocents. Aujourd'hui, lorsque vous aviez un commandant des chefs des Koulouna qui était ici au marché central, bon, je ne sais pas là où il se cache aujourd'hui. Et ces messieurs-là, on ne les voit plus. Aujourd'hui, vous pouvez circuler avec vos bijoux au marché central sans aucune inquiétude. S'il y a eu des dérapages de la part de certains éléments de la police, ce qui peut être en partie vrai, parce que parmi, même aussi dans les chefs de la police ce n'est pas tout à fait ce que nous attendons d'elle. Donc, il y a aussi des éléments de la police qui peuvent commettre, il y a eu des règlements de comptes, par exemple, avec certaines bandes, avec certains éléments, avec certains jeunes de certains quartiers. Mais dans ces rapports-là, vous savez bien que dans l'opération, par exemple, Likofi, la police a travaillé avec les bourgmestres, les 24 bourgmestres de la commune, avec les commandants des Souciates. Et il y a même des délinquants. Moi, dernièrement, quand j'ai visité Mike Mukebai à Makala, j'ai retrouvé un gars de mon quartier, un récidiviste. Donc, et même les policiers ont été tués. Alors, quelle devrait être la réaction de la police par rapport à ces éléments des jeunes gens incontrôlés qui s'attaquaient même à ceux qui sont censés rétablir l'ordre sur le territoire national? Est-ce que le gouvernement congolais n'a fait que mettre en pratique son droit à la souveraineté de protéger sa population en fait? Pourquoi Human Rights Watch se mêle en fait de notre politique intérieure? C'est là le problème. Pour rebondir un peu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Aujourd'hui, aucun pays ne peut se soustraire de la communauté internationale, à fortiori la RDC. Nous avons la brigade d'intervention à l'Est, nous avons la MONUSCO avec 20 000 hommes, la MONUSCO, la contribution d'1 milliard, donc c'est quand même un machin important. Donc on ne peut pas aujourd'hui se dire on est en dehors de la communauté internationale. Mais pour ce qu'il faut dire, c'est que n'ayons pas tout tendance à des langages un peu de temps de l'indépendance, c'est l'impérialisme, nous sommes souverains. Ça c'est un peu dépassé. Hein. Bon, je crois que nous, en tant que journalistes, on n'a pas adopté le même langage que les politiques
politiques qui ne font que défendre leur pouvoir. Mais nous, ici, on doit avoir des lunettes assez claires. Pour dire, lorsque, j'ai pas lu les rapports actuels, mais les rapports de Scott Campbell, il n'a pas inventé. Et dans ces rapports-là, nulle part Scott Campbell dit que l'opération Likoff, c'était pas bon, parce qu'il fallait laisser les gens comme ça, non. Scott Campbell a reconnu que c'était une opération normale, encouragée, parce qu'il y avait de sécurité. Et quand vous lisez le rapport de Scott Campbell, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des propos que Scott a inventés. Il a interviewé beaucoup de personnes avec des adresses des gens connus. Donc aujourd'hui, on peut aller vérifier, telle avenue en Gaba, tel monsieur ou telle maman, qui disent des choses. Donc ce sont des choses qui sont... faits vérifiables. Des faits vérifiables. Alors, là où peut-être qu'on peut se dire que le gouvernement a un peu le dos au mur, c'est parce que l'enquête que le gouvernement avait diligentée en répondant à Scott Campbell... Elle n'est pas encore prête. Ils ont dit qu'il y avait une commission d'enquête. Cette commission est composée par des gens qui sont du même service. La raison pour laquelle aujourd'hui je comprends pourquoi Human Rights Watch demande la suspension de Kanyama, pour que Kanyama n'influe pas sur l'enquête qui pourrait être diligentée. Et ça c'est vrai. Et je peux citer en disant que ne rejetons pas en bloc ces rapports. Et en le faisant, lorsqu'on dit que ces rapports, ce n'est pas qu'on est contre l'opération. Qui n'est pas content lorsqu'on voit la sécurité à Kinshasa? Mais est-ce que la méthodologie utilisée, les manières d'utiliser, sont des manières acceptables dans un pays qui veut révolutionner la modernité? Il y a quand même des méthodologies. Peut-être que c'est là où Human Rights Watch, Scott Campbell condamnerait la police. Donc, je crois qu'on ne peut pas aussi trop se lamenter. Hein. La meilleure solution, c'est de faire un contre-rapport, une enquête indépendante. Est-ce que notre gouvernement ou est-ce que notre police est capable de faire? Parce que pour qu'un rapport soit convaincant, acceptable par tous, même par l'ONU, le Conseil de sécurité, il faut que ce soit un rapport objectif. Lorsque vous mettez les mêmes acteurs qui sont en même temps juges, oui, ou qui ont milité pour l'opération Likofi, ou qui condamnent le rapport, et vous le mettez pour qu'il fasse l'enquête, en tout cas c'est moins crédible. Même à l'école primaire, on peut dire que non, c'est pas objectif. Alors c'est là où un peu que le gouvernement doit voir clair. Ça ne vaut pas la peine d'avoir 2 points de presse de 2 ministres lorsque Scott, on a donné tellement d'importance à Scott que 2 ministres sont montés au créneau pour parler des mêmes sujets. Scott Campbell, il n'est qu'un simple fonctionnaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des journalistes, ils font les enquêtes qui peut être acceptable par John Ngomba, c'est ça maintenant la position de la RDC. On a l'impression, John Ngomba, que la RDC est tout accablée face à des rapports. La RDC respecte trop les textes, la RDC est envahie à gauche et à droite. Quelle est aujourd'hui vraiment, John Ngomba, en toute objectivité, la place et le rôle, la force de la RDC par rapport à tout ce qui nous arrive aujourd'hui? On subit trop la RDC? Oui, le gouvernement subit trop. Je crois qu'aujourd'hui, les gouvernements doivent régler les problèmes de souveraineté. Souveraineté, ce n'est pas seulement d'abord par rapport à la fameuse communauté internationale, c'est déjà par rapport à l'espace des vies. Le Congo est envahi en tant qu'espace de vie. Le Congo est envahi par des parasites de tout ordre. ADF, FDLR, machin truc. Ça, ce n'est que du côté militaire. Si on prend le côté économique, il faut des Pakistanais, des Indo-Pakistanais. On ne sait même plus qui a l'économie congolaise en main. Non, mais c'est vraiment... excusez-moi, j'ai vu un titre ici sur Jeune Afrique. C'est vraiment un gros foutoir. C'est vraiment un gros n'importe quoi, ou quelqu'un, n'importe qui, dans ces pays. Entre dans ce pays et fait n'importe quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. Et ça doit commencer par là. Quand on rentre dans ces pays, on sent que non, nous sommes dirigés. Et ce n'est pas encore le cas. Alors, ça c'est déjà en interne. Mais quand vous prenez la pression internationale, c'est pas facile d'être le Congo. Et ça, c'est quelqu'un qui l'avait dit. C'est le maréchal Mobutu. Et ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. On ne va pas laisser au Congo de faire ce qu'il veut. Si tant est que le Congo veut quelque chose déjà, parce que moi je ne sais pas ce que veut le Congo. Si tant est que le Congo veut quelque chose, on ne le laissera même pas faire ce qu'il veut déjà. Parce que ce pays doit être maintenu dans une situation où il doit être exploité à fond par la communauté internationale. C'est là la constance, depuis que ce pays existe jusqu'à ce jour. C'est l'espace qui doit être exploité par la communauté internationale. Alors, il faudra beaucoup de subtilité, beaucoup de jugeote
dans le chef de nos chefs. C'est-à-dire beaucoup de subtilité. Savoir faire la bonne balance entre la souveraineté, sécuriser l'espace, et entre gérer les intentions et l'hégémonie des autres qui sont tout autour de vous, qui essaient les plus proches, du plus proche au plus lointain, en tout cas. qui essayent toujours de mettre la main dans la grosse marmite qui représente la RDC. Vous voulez rebondir Oui, juste, oui, voilà. comme l'avait dit un peu John, juste quelque chose peut-être qui peut aussi éclairer. Oui. On demande beaucoup à la RDC. C'est ça, on demande beaucoup. Mais parce qu'on a reçu beaucoup. Oh là là. Nous avons beaucoup reçu Oh là là, jusqu'aujourd'hui. Mais oui. Oui. Depuis la fameuse guerre de 96 de l'AFDEL jusqu'aujourd'hui, combien de fois la communauté internationale a-t-elle pas intervenu ceci ou cela? Même pour les élections, vous demandez l'argent. Alors vous pensez qu'on va vous laisser tranquille? C'est pas notre argent, c'est l'argent des contribuables de la France, de la Grande-Bretagne. Et eux, ils doivent rendre compte. Alors, mais là, quand vous demandez, c'est celui qui dirige qui paye le musicien, qui dirige la musique. Voilà, je voudrais aussi ajouter, oui. Juste un fait, ça peut paraître anecdotique, sur les problèmes de l'affirmation de l'autorité de l'État. Nous sommes partis sur les cas des FDLR, dans un cas de figure où les FDLR, le Rwanda devrait être mis en garde à cause de ses incursions en RDC. Hein? À cause de ces manipulations avec les groupes armés. C'était ça la position. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle position? Nous sommes dans la position où le gouvernement le gouvernement congolais doit se justifier sur la présence des FDLR. Donc, vous voyez comment on est parti? De rapport de force oui. a carrément changé. C'est nous qui étions en situation de pouvoir nous plaindre d'avoir été agressés, d'avoir sur notre terrain, sur notre territoire, des milices et des rébellions plus ou moins manipulées. Aujourd'hui, c'est nous qui nous justifions. Oui, Gabekouba. Vous vous rappelez très bien, madame, qu'en 2004, le professeur Tridon, Théodore Tridon, publiait un ouvrage assez intéressant, Ordre et désordre à Kinshasa, réponse populaire à la faillite de l'État. Je n'ai pas contredit votre adage lorsque vous me posiez la question, c'est parce que les Koulouna n'avaient pas d'issue, c'est ainsi qu'ils ont choisi la voie de la violence. On ne peut pas absoudre complètement les gouvernements dans les naufrages que le pays et les institutions de la République en général, dans les naufrages que le pays est en train de subir. Si aujourd'hui on doit se référer à la communauté internationale, c'est parce que le gouvernement a accordé beaucoup d'importance à la communauté internationale au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Aucun pays à travers le monde ne peut vivre actuellement en autarcie. Donc il faut coaliser, il faut coopérer avec les autres. Mais on a l'impression aujourd'hui que tout ce qui se fait à l'intérieur du pays dépend essentiellement de la communauté internationale et les gouvernants, au lieu d'avancer vers la bonne direction, parce que l'indépendance, il suffit tout simplement de la proclamer, mais il faut avoir les attributs de cette indépendance, les attributs de la souveraineté. Par exemple, les finances. Dans presque tous les ministères de l'État, vous trouvez l'implication des étrangers, voire même des bureaux, des cabinets d'études qui sont là. On ne refuse pas ces cabinets d'études. Mais généralement, ces cabinets ne sont pas là pour résoudre les problèmes. Aussitôt le problème est résolu, aussitôt on pose des questions. Non pour résoudre définitivement les problèmes, mais aussi pour pérenniser la présence au sein des institutions de la République. Donc, les vers se trouvent dans les fruits. Si les autres ont un droit de regard sur tout ce qui fait les Congos, c'est parce que les Congos a accordé beaucoup d'importance à ces gens-là. Et puis il faut dire aussi, c'est pas toujours en aval qu'on doit résoudre le problème de Koulouna, c'est en amont. En amont. La nature a horreur du vide. Et une dame qui vient d'écrire un livre sur le phénomène Boko Haram, en fait, elle dit au Nigeria, elle est nigériane, c'est parce que tous les gouvernements qui se succèdent au Nigeria ont laissé pendant longtemps la jeunesse dans le néant. Le pétrole est là, mais personne n'en bénéficie. Alors ces jeunes n'avaient que ce choix-là. Alors quand aujourd'hui chez nous ici, toutes les petites boulangeries d'Engamba, Massina... Ce sont les Libanais, ce sont les alors vous donnez aux grands financiers qui font de grandes boulangeries ici, alors vous laissez beaucoup de chômeurs dans la rue, qui n'ont plus d'espoir. Vous voyez, qu'est-ce qui deviendront un jour? Un Chinois qui va vendre, c'est pas anecdotique, c'est réel, un Chinois, et moi c'est choquant, les Chinois vendent dans des magasins, dans des boutiques à Kinshasa, et c'est toléré. Non, on avait dit non, on ne verra plus personne. Les ministres, je ne sais pas moi, de l'économie ou quoi, il avait dit, bon, on va prendre...
Mais les Chinois, ils sont toujours là, comme vendeurs dans nos boutiques. Et les Libanais, n'en parlons même pas. Il y a, vous prenez des grossistes, ils sont du grossiste au détaillant. Mais finalement, où est la place du Congolais? Du Congolais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le deuxième sujet maintenant. Nous nous rendons à l'Assemblée nationale. On a l'impression, mon homonyme, qu'on est en train vraiment de s'acharner contre Patrice Ketebi. J'ai reçu quelqu'un qui a dit que lui, il est irresponsable en fait dans beaucoup de dossiers et lui n'est que exécutant en fait. Il y a toute une chaîne de dépenses par rapport au décaissement de l'argent. Mais Boussa, en tout cas, ne se laisse pas faire. Affaire de plus de 73 millions de dollars US. Ketebi Boussa, un nouveau face-à-face annoncé. Alors, pour vous, Paul Diakessi, bon, c'est un acharnement contre Patrice Ketebi? Ici, il y a des choses. D'abord, du côté gouvernement, et on reviendra au Parlement, au niveau de l'Assemblée. Il ne faut pas donner l'impression qu'on défend un ministre, hein, parce qu'il y a tellement de dossiers noirs dans les ministères que si aujourd'hui on déballait tous ces dossiers, il y a des ministres qui ne vont pas survivre. Moi, je me rappelle lorsqu'on avait nommé ces gouvernements, on les avait appelés les sourdoués. Les surdoués. Surdoué. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ou bien les sourds-muets. J'inventerai un terme. Ils donnent l'impression qu'ils sont sous-doués. Donc en fait, c'est ça. Ketebi a été sauvé parce qu'il semble qu'on a parlé de corruption. La motion n'a pas été étudiée au fond. Ça se trouve encore à la commission Ecofin. Donc jusque-là, nous les Congolais, dont l'argent est géré par ces... Nous ne connaissons pas la vérité sur ce dossier. Où est parti cet argent, etc. On ne nous a pas donné l'occasion de pouvoir vivre. Ketebi puisse se justifier. Jusqu'aujourd'hui, le père Damoclès pèse toujours sur sa tête. Et d'ailleurs, il y a une autre motion. De 73 millions encore. Vient d'initier. Et vous savez, où est-ce que les opposants trouvent ces dossiers? C'est dans la majorité. Hein? On les donne ces dossiers pour couler un ministre. Alors, venons-en un peu au niveau de l'Assemblée. Vous savez, Paulette, moi je pense que la solution qui reste pour sauver notre pays, c'est de dissoudre l'Assemblée. Carrément l'Assemblée nationale. Parce que ça ne sert plus à rien. On assiste à des scènes, qui sont incroyables et apocalyptique pour notre jeune démocratie, et je pense qu'il y a encore des chemins à parcourir. Et ça, c'est dommageable pour notre jeune démocratie. Moi, je dis toujours que s'il faut faire le bilan depuis 2006 de notre Parlement, je pense que Vital Kamerhe, on peut le compter comme le meilleur président, parce qu'au moins pendant Vital Kamerhe, on a assisté de l'Assemblée nationale. On a assisté à des bons débats. Des dossiers ont été détaillés de fond en comble. Je me rappelle le dossier d'Nkoulou, par exemple, où on a senti la présidence trembler parce que le Parlement menaçait Nkoulou de partir. Et je me rappelle des dossiers. Combien de fois Mozito a versé des sueurs froides au niveau de l'hémicycle? Mais on ne voit plus là. C'est quelqu'un qui signe une motion et puis après il va marchander sa signature, on donne l'argent, il change des positions et il faut chiter avec le scandale de la majorité ou de députés de la majorité agresse un député de la majorité. Et quand on va au fond... Voilà, mais vous voulez combattre les coups seulement en aval, mais en moins, ils sont nombreux. Et d'ailleurs, je me rajouter que ce sont parfois ces hommes politiques qui crient les clowns. Vous vous rappelez pendant les campagnes électorales, tous ces gens qui crient préso, mais sont de... Après, on les laisse, ça devient des coulouna, je fais la parenthèse. Alors je disais que l'Assemblée, on doit la dissoudre pour sauver notre démocratie, parce que et l'opposition et le pouvoir, ils marchandent leur motion. Parce que pour le retrait des signatures, il n'y a pas que la majorité, il y a aussi des députés de l'opposition qui marchandent leur signature. Et ça, c'est dommage. Je me demande si Boussa, avec ça, ça marchera. Je crois que ça ne marchera pas pour la simple raison que Ketebi a la majorité derrière lui. Alors il suffit seulement qu'il ouvre la planche à billets. Voilà, il aura sa majorité. Pourquoi d'abord Boussa a initié encore cette énième motion de défiance? Que reproche-t-il au ministre délégué aux Finances selon notre consoeur la prospérité, ouais, donc ma source c'est la prospérité, voilà. Sans embâche, l'honorable Boussa proteste contre le rabattement irrégulier des redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits miniers marchant au détriment des services et organismes publics intervenant aux frontières dénommés Fonds spécial de développement. Tout simplement de détournement encore. Hein, oui, et moi je crois que les députés Jean-Lucien Boussa fassent cette motion contre
le ministre Kitebi, encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi on s'acharne contre lui? Parce qu'on dit que lui, il n'y est pour rien. Non. On ne peut pas prendre Matata directement, parce que c'est Matata qui est ministre des Finances. Mais on se le dise. Oui, il est certes ministre délégué aux finances, mais il fait fonction. Quitte à lui de dire lorsque la pression dépassera sa compétence, si on peut voir plus loin que lui. Mais pour l'instant, ben, c'est lui qui assume. Il faudra qu'il assume. Et moi, je crois que on ne devrait banaliser cela. C'est normal lorsque quelque chose ne va pas bien dans une démocratie que un député puisse interpeller qui de droit. Et je crois que nos députés ne le font pas suffisamment. Et là, j'aimerais sur ce que disait Paul tout à l'heure, on peut faire un hashtag dissoudre les parlements. Ouais, je crois qu'on récoltera beaucoup, beaucoup de choses. Il ne sert vraiment à rien. Les parlements ne servent qu'à enrichir les députés. Et moi, je dis que les députés, enfin, députés et sénateurs, je dis qu'ils se compliquent la vie. Parce qu'aujourd'hui, leurs électeurs les ont à l'œil. Ils se rendent compte que ces gens-là, ils ne méritent pas leur voix. Mais la prochaine fois, quand ils iront pour demander encore le vote, eh bien, là où ils avaient dépensé un fonds, ils vont devoir en dépenser 10 ou 100. Ben voilà. Donc, ça veut dire que s'ils avaient un peu la jugeote, qu'ils fassent au moins c'est pourquoi on les a mis là-bas. Est-ce qu'ils ne sont pas en contact avec... la majorité est en train de protéger la majorité. C'est la loi de la démocratie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? La majorité doit soutenir la majorité. Ils ne sont pas là pour faire tomber les leurs. Paulette, voilà ce qu'il y a. Chaque député a une équation personnelle avec ses électeurs. Majorité ou non. Vous avez votre équation personnelle. C'est à vous de faire la bonne balance, comme je disais tout à l'heure, entre les demandes, les exigences de la majorité politique et votre base. Ceux qui ont agressé les députés Senga. Mais c'est des gens de la province orientale. Et de la majorité. De la majorité aussi. Je crois que eux, bon, ils sont allés à l'excès, mais ils ont compris. On les a privés de salaire. Hein. La sanction est tombée pendant 3 mois. Ils sont allés à l'autre extrémité, mais toujours est-il que ce pourquoi ils militaient, c'était par rapport à leur base. Au moins, eux, pour leur base, ils ont dit, bon, on fait fi des contingences politiques, oui, parce qu'on tient à ce que notre électorat se retrouve. Chaque député devrait se poser cette question. Qu'est-ce que vous faites pour vos électeurs? Ok. Nous sommes dans le secteur minier. Est-ce qu'il y a encore coulage dans ce secteur? Il y a trop de fraude, trop de trafic dans ce secteur. Et pourtant, c'est un secteur très rémunérateur qui pouvait vraiment renflouer les caisses de l'État, Gabi Kouba. Autant d'argent qui circule et on n'a qu'un budget de 8 milliards. C'est ça la question. Virtuellement, hein, parce que pratiquement, en réalité, ce n'est pas un budget de 8 milliards. Parce que virtuellement, il est 8 milliards, mais pratiquement, il est... Voilà, ce n'est même pas 3 milliards. Parce que quand vous calculez les dépenses et l'exécution des tâches de l'État, tout ça, ça ne peut même pas atteindre 8 milliards. La preuve est là. La loi sur la reddition des comptes de 2013, quand vous regardez même l'exécution du budget, dans 2 ou 3 mois, on a déjà terminé l'exécution du budget. Alors, d'où viennent d'autres recettes? Tout ça, c'est un flou artistique. Revenons à Kitebi. J'entends souvent cet argument, ce n'est pas lui le responsable. Mais non. Il ne faut pas présenter Kitebi, c'est un homme de valeur, un ministre de la République. Dans l'ordonnance qui a nommé ce gouvernement de Matata, nulle part où il est écrit que Kitebi est un garçon de course de Matata. C'est un ministre de la République. Il est responsable des finances publiques. Il n'est pas là. Trop fort, non, c'est pas trop fort. Mais c'est parce que les gens, cet argument-là, ce n'est pas lui le responsable des finances. Vous avez le Premier ministre. On entend souvent ce discours-là. Kitebi, c'est le ministre des Finances. Délégué aux finances. Délégué aux finances. Voilà, il est ministre délégué aux finances. Mais qu'on lui donne l'occasion de s'expliquer devant la représentation nationale, chaque fois qu'il est interpellé, si ça dépasse les cadres de ses limites, il va dire, voilà, à ce niveau, c'est pas moi, il faut faire appel au Premier ministre, qui est le vrai ministre des Finances, comme on l'a dit dans l'opinion. Alors, en ce qui concerne cette majorité, non, on ne peut pas, un ministre de la majorité ne peut pas sauter par une motion de la majorité. Quand j'ai entendu l'argument des Paul, on dirait que les motions, il existe une technique de sous-traitance des motions actuellement à l'Assemblée nationale. Bon, moi, je m'étais parce que je ne peux pas m'attirer les foudres de telle ou telle personne au niveau de notre famille politique. Ah, voilà. Alors, on sous-traite des motions. Mais c'est une solidarité qui, en tout cas, c'est une solidarité cynique. La redevance, voilà, la redevance, c'est par exemple la redevance minière de 1%. À l'OFIDA,
la DGDA actuellement, à la DGI, la DGRAD, tous les services qui interviennent là-bas, ceux qui travaillent là-bas, ils appartiennent à quelle famille politique? Un agent qui travaille à l'office des routes, mais il est congolais. Il doit être dans ses droits. Ce qui est donné à César, ce qui est à César. C'est ce qui pousse souvent les gens à la corruption. Quand vous arrivez, par exemple, à Kasumbalesa, on vous dit les recettes ont augmenté. Tout ça. Moi, j'ai fait de temps en temps la province du Katanga. Mais quand vous regardez ce qui se passe, c'est-à-dire, lorsque la chose publique n'est pas correctement gérée, que ce soit de la part des opérateurs économiques, que ce soit de la part des agents de l'État qui sont censés exécuter des tâches de l'État, il y a la corruption qui s'installe parce que les gens ne sont pas traités correctement. Et lorsque les finances publiques ne sont pas gérées correctement, il ne faut pas s'étonner à ce que la corruption soit installée dans les institutions, dans les institutions de l'État. Donc, à chaque fois qu'on doit interpeller le ministre, on dit non, c'est la majorité qui consort. Mais non, il faut lui donner l'occasion de s'expliquer, de donner tous les détails. Par exemple, ces affaires des Access Bank et tout ça, mais une information qui m'a été livrée par quelqu'un qui est bien introduit dans les dossiers financiers. Parfois, bon, on a dit que Kitebi. Mais non, quand la Banque mondiale vous donne l'argent, et à la Banque centrale, depuis des années, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais sauf qu'on n'a pas encore arrêté l'hémorragie. On vous dit que chaque fois que la Banque mondiale donne l'argent pour financer tel ou tel projet, lorsqu'on loge, par exemple, cet argent au niveau de la Banque centrale, on regarde tout simplement, voilà, il y a l'argent. Les rubriques non prévues, et puis on affecte l'argent pour des tâches non prévues. Alors, actuellement, les bailleurs de fonds exigent même à ce qu'on ouvre des comptes bancaires dans leurs banques, dans les banques privées. Les banques, ils ont privées. Mais là, ça pose encore un problème parce que ces banques privées qui viennent ici au Congo sont des banques qui naissent pour la circonstance. Ce ne sont pas des banques fiables. Ce ne sont pas des banques connues. Vous et moi aujourd'hui. C'est juste des banques créées sur mesure. C'est sous forme des agences de transfert. John est directeur d'une grande chaîne de télévision ici à Kinshasa. Est-ce qu'il peut se présenter aujourd'hui auprès d'une banque malgré toutes les garanties qu'il peut présenter pour obtenir un crédit? Absolument non, absolument pas. Il ne l'obtiendra pas. C'est-à-dire que ce sont des banques créées pour la cause. Donc, il faut améliorer la gestion de la chose publique. Et quand vous gérez sainement les finances publiques, cela instaure un climat de confiance entre tous les partenaires. Quand vous les gérez très mal, et je crois que l'Assemblée nationale, bon, les confrères l'ont souligné, on n'attendra rien de bon ne sortira de Nazareth. Même si Jésus-Christ est né à Nazareth, de cette assemblée, on vous a montré l'exemple. À chaque fois qu'il y a une interpellation, non, de gauche à droite, on multiplie. Retrait de signature. Voilà, retrait de signature, tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, si vous posez. Et les gens prétendent avoir reçu le mandat du peuple. S'il faut faire une petite évaluation, ne fût-ce qu'une enquête d'opinion aujourd'hui, que les électeurs, que les élus rentrent auprès de leurs électeurs pour rendre compte de ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, sur les 145 territoires de la République démocratique du Congo, plus des villes, je ne sais pas s'il existe un coin où les électeurs sont contents. Vraiment, le tout dernier sujet, on ne pouvait pas ne pas en parler, c'est le départ de Muyambo de la majorité présidentielle. C'est vraiment un sous-thème, comme il nous reste un peu de minutes. Paul Diakessé, vous comprenez le départ de Muyambo? On est en train de dire que les rats sont en train de quitter le navire, vu les grands enjeux de l'heure qui se pointent à l'horizon. Ou à moins que ce soit les naufrages en plus. Je comprends ça sous 3 aspects. Okay. Le premier aspect, c'est que nous n'avons pas de parti politique dans notre pays. La majorité n'a jamais été un parti politique. Même si on nous raconte souvent que nous avons des porte-parole, la majorité, c'est vraiment factice. Parce que dans un parti, lorsque les responsables sont nommés par quelqu'un, fut-il autorité morale, c'est que ce n'est pas un parti politique. Dans un parti politique, les responsables sont votés. Ils viennent avec un projet, comment faire animer. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si nous avons la crise au Parlement, c'est parce que celui qui dirige notre Parlement est à la fois président de la et secrétaire général d'un parti. Voilà. Qui n'a pas été nommé. Donc, non, qui n'a pas été voté. C'est un peu ça. Donc, on voit, il y a un peu conflit d'intérêts politique à tous les niveaux.
Deuxièmement, le départ de Mouyambo. Bon, je ne veux pas mettre un parallélisme entre Burkina Faso et le Congo, mais je constate seulement que Blaise Compaoré avait enregistré le départ de ses membres de son parti, qui quittaient déjà, qui ont fondé le parti à côté du parti majoritaire. Alors, le départ de Mouyambo. Mouyambo ne fit pas un rebelle, c'était un fidèle de fidèles. Il faut rappeler on a dit qu'il ne pèse pas, hein, il ne pèse pas du tout. Hein, oui, c'est maintenant qu'on dit ça, qu'il ne pèse pas. Mais nous rappelons seulement que Mouyambo n'est pas un rebelle, parce qu'aujourd'hui, souvent ceux qui parlent trop pour Kabila, pour les sont des anciens rebelles, et qui pourraient un jour devenir rebelles, parce que on ne sait jamais, c'est lui qui a Bibouara. Alors Mouyambo n'est pas un ancien rebelle, il a adhéré au parti présidentiel. Mouyambo, librement, il a quitté librement. Mouyambo, c'est un Katangais. Donc les Katanga, là où il y avait des coins où le président était élu, le nombre de votants était inférieur au nombre de voix obtenus. C'est au Katanga où on pense que c'est vraiment le pouvoir kabiliste. Mais Jean-Claude Mouyambo quitte les navires. Donc c'est pas un bon signe. Et troisièmement, lorsqu'à l'UDPS il y avait des petits problèmes entre ceci ou cela, on a un peu monté les enchères. Mais je pense qu'il y a une crise du parti politique. On n'en a pas. Parce que souvent, quand quelqu'un quitte le parti politique, je ne sais pas si ce sera le cas de Mouyambo, facilement il bascule dans l'autre camp, alors qu'ils ont des idéologies diamétralement opposées. Alors on ne sait pas quand est-ce que nous aurons des vrais partis politiques dans notre pays. Mais le départ de Mouyambo n'augure pas de lendemain meilleur pour la majorité. Paul l'a dit, il quitte la majorité pour aller dans l'opposition. Mais qu'apporte-t-il dans l'opposition? C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il ne peut pas créer un courant simplement au sein de la majorité? Pourquoi dire carrément aujourd'hui qu'il est opposant, qu'il entre dans l'opposition? Est-ce qu'il est, il est opposant à Joseph Kabila ou il est opposant par rapport à qui, au fait, aujourd'hui? C'est ça aussi le grand problème. Ça, c'est aussi l'opportunisme caractéristique de la classe politique congolaise. Est-ce qu'il y a des politiciens chez nous? Je ne pense pas. C'est des gens qui sont guidés par d'autres intérêts que par des idéaux supérieurs. Paul a dit, est-ce qu'on peut dire au Congo ici qui est des gauches, qui est des droites, qui défend tel projet? Est-ce que les gens se réunissent en fonction de leurs idéaux? Non, c'est tout simplement en fonction de la politique du ventre. Bon, moi, disons, excusez-moi, je considère quand même que le départ des Mouyambo, c'est une sorte d'épiphénomène politique. Je l'ai trouvé dans une phase de grande agitation. Des grandes agitations contre Moïse Katumbi, il était devenu un peu un anti-tout. Bon, maintenant, est-ce qu'il ne va pas développer la même chose dans l'opposition? Il va rentrer, je ne sais pas. Mais au-delà de ça, parce que aujourd'hui, en fait, pour être vrai, je ne pense pas que le départ du Mouyambo de la majorité pourra changer quoi que ce soit à la majorité. Ça n'affecte pas. Ça n'impacte pas trop. Non, pas du tout. Bon, maintenant, la question fondamentale, hein, c'est qu'est-ce que poursuivent les politiciens en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'ils veulent, les politiciens? S'ils pouvaient nous aider à répondre, on y comprendrait plus clair. Peut-être. Là, on est vraiment, il nous reste quelques minutes, je laisse la parole à Gabi. Vous qui sillonnez un peu le Katanga, est-ce que c'est vrai que Mouyambo aujourd'hui, on le dit ouvertement, il ne pèse pas, il a adhéré librement à la majorité, il en sort librement. Quelle est la force politique de Mouyambo? C'est lui qui a dit ça, oui, mais lui-même. Moi, quand je suis au Katanga, il y a deux tendances qui se dégagent. Vous avez d'un côté Katumbi avec son empire financier, son empire sportif, et de l'autre côté vous avez Mouyambo qui incarne un peu cette tendance-là de l'opposant légitime ou bien de l'opposant naturel à Moïse Katumbi. Il y a opposition au sein de la majorité. Donc l'appartenance à une famille politique ne signifie pas soumission aveugle. Des gens peuvent émettre leurs avis, mais quant à savoir l'objectif est poursuivi par tout cela, est-ce que c'est parce que je ne fais pas partie du système, parce qu'on sait certaines personnes, et ça fait pratiquement une année que je vois, que je discute avec un responsable politique, mais quand je lui pose la question, le siège du parti c'est où? Pourtant il est parmi les ténors de la majorité qu'on voit au quotidien dans tous les médias. J'ai beau chercher le siège de son parti politique, peut-être que je suis chez lui à la maison, mais je ne le connais pas. Il peut y avoir des répercussions, parce que les Katanga, c'est quand même la province. Oui, c'est la province du chef. Mais quand vous avez des fissures entre Mouyambo, voilà, vous avez par exemple cette cassure-là
au sein de la majorité, il peut y avoir aussi des impacts au niveau de l'opinion publique, voire même au niveau des électeurs. Parce que Muyambo n'est pas n'importe qui. Il a une base aussi au Katanga, autant que Moïse Katumbi. Il a combien de députés en fait à l'Assemblée nationale? Même si au niveau de l'Assemblée nationale, on peut pas comparer, les partis de Muyambo avec une machine comme le PPRD, comme le PPRD qui a beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais Muyambo, c'est une voix qui porte au Katanga. Quant à savoir où va-t-il, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'au niveau de la majorité, il y a des gens qui font la coloration un peu d'une famille où il est, tout ça, on est dedans, mais en réalité, on est au garage. Tout comme vous avez des vrais décideurs qui font partie du cercle restreint de décisions qui ont le vrai pouvoir. Donc il ne peut qu'y avoir des mécontentements entre les partis. Ne minimisons pas le départ de Muyambo. D'abord, l'avantage que l'opposition a par rapport à la majorité, c'est que l'opposition est plurielle. Mais la majorité s'est dit soudée, alors que nous voyons des fissures. Muyambo s'est réconcilié avec Moïse Katumbi il n'y a pas longtemps. Ils se sont réconciliés? Ils se sont réconciliés. Oui, se sont réconciliés. Moïse Katumbi est pressenti. On met une réconciliation des façades, parce que quand vous regardez les rapports, les discussions, Moïse Katumbi est pressenti comme futur candidat président au cas où, et que le vrai débat de Muyambo, c'est la révision constitutionnelle. Alors Muyambo, c'est le troisième fait maintenant, parce qu'il y avait le MSR qui était contre la révision constitutionnelle, Francis Kalombo, même si il est Francis Kalombo, lui aussi contre la révision, et maintenant c'est Muyambo. Alors je me rends compte que Francis Kalombo est proche de Moïse Katumbi, Muyambo, réconcilié avec Moïse Katumbi, ils sont les amis d'enfance. Est-ce que la perspective d'une candidature de Moïse Katumbi ne serait-elle pas déjà en marche? Est-ce que le présumé empoisonnement, est-ce que tout ça là, est-ce que... Donc ne minimisez pas ça, peut-être que demain, nous serons... Madame Paulette, ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas un fait anodin, parce que vous savez que le gouverneur du Nord Kivu a créé son parti politique il y a quelques années. Ah voilà. Les Burecs, ça s'appelle comme ça. Ça, c'est un message très important, un cadre de la majorité qui a été élu sur une liste. Sur la liste PPRD? Aujourd'hui, qui crée un parti politique, c'est-à-dire, je ne sors pas totalement, je fais partie du système, mais je me désolidarise quand même du système. Donc c'est un message à capter. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, ce sont vraiment les intelligences de mon pays qui ont parlé. On a analysé, en tout cas, ces trois grands thèmes. En tout cas, l'État nous a permis aujourd'hui de parler de la situation de Kanyama par rapport au dernier rapport de Human Rights Watch. Nous avons parlé aussi de énième motion de défiance contre Patrice Kitebi. Et bien, celui-là, en tout cas, je crois qu'on ne le ratera pas cette fois. Boussa, il tient en tout cas à sa motion de défiance. Et puis, nous avons parlé du départ de Muyambo, de la majorité présidentielle dans l'opposition. Et ben, je ne sais pas si l'opposition l'a bien accueilli, on n'a pas encore posé la question. Ben alors, ils ont dit, eux-mêmes disent que l'opposition n'est pas un foutoir non plus. Donc, alors, mesdames et messieurs, on juge le maçon au pied du mur. Voilà, donc l'avenir nous donnera raison. Alors, mesdames et messieurs, merci à Paul Diakessé, journaliste indépendant. Merci à John Gombo Antena, en tout cas, et merci à Gabi Kouba, journaliste indépendant. Et merci à vous aussi, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Merci à l'équipe technique, à Guy Lukoki et à Maïlo Bumba, et nous nous retrouverons sur le net. L'émission va continuer, nous allons débattre. Et merci pour toutes vos remarques et suggestions. Et nous nous retrouverons le mercredi prochain. Au revoir.